Aujourd'hui, la priorité, c'est de se rapprocher le plus possible, de montrer sa fidélité aux Américains, parce que ce sont les Américains qui, en politique internationale, sont à l'initiative un peu partout. D'autant que vis-à-vis des Chinois, ce type de décision ne pèse pas, si vous voulez, négativement. Daniel Habert, bonjour, Boker Tov. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, bien entendu, en tant qu'expert dans les relations entre Israël et la Chine, après la décision d'Israël de s'aligner sur une exigence de l'administration Biden dans un dossier qui suscite beaucoup d'intérêt, qui a été débattu par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce fameux conseil qui est si systématiquement anti-israélien, eh bien débattait des violations de droits de l'homme en Chine et a voulu condamner la Chine dans un dossier très particulier. Vous allez nous expliquer de ce dont il s'agit, qui est lié aux persécutions des Ouïghours. Et alors, je voudrais que vous nous expliquiez d'abord si cette décision prise par Yair Lapid, nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, marque un changement par rapport à l'approche précédente, celle de Binyamin Netanyahou, dans les relations, on va dire, tripartites entre les Américains, les Chinois et les Israéliens. Non, je crois qu'on est dans la continuité, même si effectivement il y a un grand changement qui est le remplacement de Trump par Biden, et au fond le nouveau gouvernement israélien a beaucoup de défis à relever en même temps, et il a des priorités à faire, et aujourd'hui la priorité c'est de se rapprocher le plus possible, de montrer sa fidélité aux Américains, parce que ce sont les Américains qui, en politique internationale, sont à l'initiative un peu partout. Donc il est très important pour ce gouvernement israélien de montrer sa fidélité, d'autant que vis-à-vis des Chinois, ce type de décision ne pèse pas, si vous voulez, négativement, dans la mesure où, de son côté, la Chine ne s'empêche jamais de voter contre Israël, avec l'idée qui a souvent été exprimée par les Chinois aux officiels israéliens. J'ai moi-même assisté à des entretiens entre des délégations chinoises et Yair Lapid quand il était ministre des Finances il y a quelques années, où les Chinois disaient « Soyons pragmatique, nous le sommes, vous l'êtes, séparons l'économie de la politique, l'économie, on va en faire le maximum, la politique, vous connaissez nos points de vue, nous connaissons les vôtres, et on se pardonne mutuellement. » Donc je crois que ça n'engage pas l'avenir. Alors, ça n'engage pas l'avenir, mais tout de même, ce dossier des relations entre Israël et les États-Unis, est-ce qu'il a changé entre Israël, les États-Unis et la Chine? Est-ce qu'il a changé avec l'administration Biden? Est-ce que cette administration, l'administration Biden, est plus nuancée ou plus radicale envers les relations entre Israël et la Chine que ne l'était le Donald Trump? Non, pour l'instant, ça c'est très clair. La politique du nouveau gouvernement américain est dans le prolongement de Trump, à savoir que nous sommes, nous les Américains, en confrontation, en rivalité, disent-ils, systémique, c'est-à-dire nous avons un régime, ils ont le leur et on n'est pas d'accord là-dessus, et on attend de tous nos alliés qu'ils se rallient à nous au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Donc évidemment, les Européens et Israël ne peuvent pas faire autrement que de se rallier, tout en tentant, sur le côté pragmatique, de maintenir des relations économiques avec la Chine. Il ne faut jamais oublier que les Américains eux-mêmes continuent d'avoir des relations économiques intenses avec la Chine, donc pourquoi pas nous? Oui, ça veut dire qu'on fait une sorte de distinction très claire, même en Israël, entre, on va dire, l'aspect diplomatique, les relations liées au processus de paix, à tous aux conflits, et de notre côté, les relations économiques et commerciales entre, par exemple, Israël et la Chine, qui se sont développées considérablement. Vous avez tout à fait raison, Daniel. Et en plus, ce sont les Chinois eux-mêmes qui insistent sur ce pragmatisme en disant séparons bien les deux, c'est pas grave, on connaît bien les difficultés de la vie internationale. Donc ici, il y a un accord implicite et même explicite entre toutes les parties. Et les Chinois savent très bien qu'Israël
et l'allié indéfectible et réciproquement des États-Unis, mais ça ne les empêche pas d'essayer de faire des affaires avec nous, y compris souvent dans des produits sensibles. Bon, ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent tirer d'Israël. Donc tout ça est un jeu assez classique, et donc ça n'a pas changé entre Biden et Trump, en tout cas pas pour l'instant. Oui, alors on a remarqué, on en avait parlé, je crois, ensemble, le développement exponentiel des relations entre Israël et la Chine sur le plan commercial. C'est tout à fait impressionnant. Est-ce que, là encore, les Américains essayent de mettre un frein à ces relations commerciales avec Israël, entre Israël et la Chine? Oui, alors bien sûr, ils mettent un frein, surtout sur, non pas vraiment la partie commerce, c'est-à-dire échange de produits, mais sur la partie coopération, infrastructure, en particulier tous ces travaux d'infrastructure qui sont en Israël en cours, le métro de Tel Aviv, les réfections des grands ports, etc., qui sont souvent donnés à des entreprises chinoises parce qu'elles sont les moins disantes, parce qu'elles donnent du crédit et parce qu'elles sont efficaces. Et là, les Américains, au fond, essayent de freiner de ce côté-là, mais là, il y a un jeu subtil qui fait que de temps en temps, Israël accorde des satisfactions aux Américains, et puis ils essaient d'obtenir d'autres choses ailleurs. Donc il y a quand même une pression américaine sur, alors évidemment, les infrastructures, et puis surtout ce qui est vente de haute technologie sensible à la Chine. Là, il y a des lignes rouges que les Israéliens connaissent bien et respectent, parce qu'ils savent que le coût de dépassement de la ligne rouge serait très élevé vis-à-vis des Américains et vis-à-vis des Chinois aussi en contrepartie. Donc, je crois que le jeu est assez clair aujourd'hui, quand même. Et alors le dossier dont je parlais, vous allez nous en dire un mot peut-être, parce que oui. C'est intéressant. En antenne, vous m'expliquiez qu'il y avait une sorte de parallèle à faire entre les Ouïghours qui sont apparemment donc persécutés par les autorités chinoises et les Palestiniens. Expliquez-nous. Disons d'abord les titres des journaux quand ils parlaient, quand on accuse dans certains journaux européens occidentaux que les Chinois génocident les Ouïghours, c'est aussi faux que lorsqu'on lit que Israël génocide les Palestiniens. Donc c'est ça le parallèle. Le Ouïghour est un peuple musulman qui a une population qui est proche de celle des Juifs dans le monde, 11 à 12 millions, avec une petite diaspora, etc. On peut pas dire qu'ils soient persécutés par les Chinois. Les Ouïghours sont dans une province qui appartient à la Chine, donc c'est une minorité non chinoise qui fait partie du pays qui s'appelle la Chine, et ces Ouïghours ont comme caractéristique d'avoir des velléités indépendantistes et aussi d'être musulmans travaillés par le radicalisme. Donc il y a un islam radical qui se développe dans ces populations, dans cette province chinoise. Il y a eu aussi du djihadisme, il y a eu des attentats extrêmement nombreux avec des milliers de morts et de blessés de Chinois par les Ouïghours, aussi bien dans la province où ils sont, le Xinjiang, la province de l'Ouest, que même à Pékin, où il y a eu des voitures béliers. Donc on a du terrorisme ouïghour, et on peut pas attendre d'un pays comme la Chine, qui est un pays très rigoureux sur cet aspect-là, de ne pas répondre. Donc il y a une répression qui n'est pas une persécution, c'est une répression, et il se trouve que les Chinois, en termes de répression, cherchent d'abord l'efficacité avant le respect des droits individuels. Donc, ils ratissent large. Lorsqu'il y a un terroriste qui est pris, on s'occupe un petit peu de tout son entourage qui est suspect, on les met en prison, on essaie de les déradicaliser pendant 6 mois ou plus. Donc, il y a tout un contexte très compliqué qui fait que les défenseurs des droits de l'homme, évidemment, s'érigent et accusent la Chine des pires horreurs, mais en réalité, la Chine pratique une répression à leurs yeux parfaitement justifiée par le djihadisme des Ouïghours, mais au fond, ils se comportent pas du tout comme on se comporte dans nos démocraties où on fait très attention, mais du coup on n'est pas efficace. Eux, les Chinois, ont l'intention d'être efficaces, et ils sont évidemment un petit peu en dépassement de ce que nous appelons les droits de l'homme, mais eux, ils estiment qu'ils sont dans leur bon droit. Donc c'est ça le sujet. Ça mériterait de longues explications, évidemment. Alors, mais bien, on aura l'occasion d'en reparler probablement. Merci beaucoup, Daniel Habert, de nous avoir éclairé sur ces développements, sur l'axe tripartite
tripartite entre Washington, Jérusalem et Beijing. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Bonne journée.